Non, Bernard m'a demandé de faire l'ouverture parce qu'il y a ici d'abord vous tous, mais des experts, des hommes et des femmes qui ont fait des propositions depuis longtemps, qui ont pratiqué la participation et qui savent parfaitement ce que c'est. Ce qui m'anime à l'instant présent, c'est de vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. C'est vrai que cette idée, lorsqu'on l'évoque devant différents acteurs économiques, que ce soit du côté patronal, du côté syndical, on a l'impression d'exhumer quelque chose. Et l'état de la société aujourd'hui montre que c'est plus moderne et plus indispensable que jamais que d'en parler. Pour une simple raison, c'est que le court-termisme n'est pas une manière de gouverner. On ne gouverne pas à la feuille de salaire mensuelle. On gouverne sur le long terme. Et les ménages, ceux qui travaillent, ils ont envie, eux aussi, d'avoir droit à une vision long terme. C'est l'esprit initial de la participation. L'esprit initial de la participation, c'est sortir, pour élever un peu le débat, c'est sortir de la simple situation du prolétaire et en faire plus qu'un acteur économique, mais en faire un homme ou une femme qui a ouvert un droit, le droit au patrimoine. Si vous regardez l'étymologie du mot prolétaire, vous constatez que c'est celui qui n'a pour richesse que ses enfants. Prolesse, la progéniture, c'est la même origine. Et puis si vous voyez patrimoine, ça veut dire celui qui possède un bien. Donc on est dans ce registre-là. De quoi voulons-nous, que voulons-nous utiliser pour bâtir ce dont nous rêvions en 1968, une nouvelle société dont Chaban rêvait aussi. Une nouvelle société. Il me semble que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, et la participation, vous verrez, par qui que ce soit, elle sera fatalement à l'ordre du jour. Parce que c'est le seul moyen de se sortir de cette situation que chacun juge, et ce n'est pas un propos du tout politique que je tiens, aujourd'hui aberrante. On est dans une situation sociale et morale surtout aberrante. Donc l'idée du long terme, de se projeter en l'avenir, elle est plus moderne que jamais. C'est donc un marqueur, c'est un marqueur très fort d'une vision de l'avenir où tout le monde doit se sentir à l'aise. Tout le monde. Je veux dire, il y a des hommes et des femmes qui croient en la participation fortement. Il y a des exemples dans cette salle que j'ai cités tout à l'heure, mais qui ont des marqueurs personnels que l'on dit de gauche. Tout à fait respectable. Et puis il y en a d'autres qui croient encore et toujours à la participation, mais qui ont des marqueurs personnels dits de droite. Donc voilà une notion qui est susceptible de rassembler. C'est une notion de rassemblement. Et elle est ancienne. Elle date des débuts de l'ère industrielle. Elle date à la fin du XIXe siècle de messages très forts qui avaient été répandus non seulement par des philosophes que l'on peut qualifier de laïcs, mais également par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et tout ça se retrouve. C'est ça qui est assez extraordinaire dans cette notion, c'est que la participation, elle peut appartenir à tout le monde. Ça ne doit donc pas être un sujet ni de conflit, ni de débat violent. C'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Alors les modalités techniques qu'il y a dans cette salle, tout ce qu'il faut intellectuellement pour vous parler tout à l'heure des modalités techniques auxquelles il songe, et j'ai travaillé en particulier avec Lionel Tourtier, qui là-dessus est incollable. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela parce que De Gaulle, en quelque sorte, ramassait toute cette idée dispersée de la participation pour faire peut-être son plus beau discours. Ça se passait à Oxford. On était dans les débuts de la guerre, 1942. Et on pourrait imaginer que le général allait lancer un appel de plus aux armes pour libérer le territoire, pour renforcer
l'esprit de résistance, etc. Que croyez-vous qu'il fit? Il parla d'abord de la fin de la guerre, 1942, de la fin de la guerre. Et il dit, un jour fatalement nous vaincrons, un jour obligatoirement nous vaincrons. Il était d'ailleurs le premier à avoir compris la mondialisation, parce qu'il a mondialisé une guerre européenne. Il a dit nos alliés, d'où qu'ils viennent, de très loin, seront là. Mais il ajoute quelque chose d'extraordinaire, c'est que rebâtir la République, rebâtir la France, c'est justement avoir une autre vision de ceux qui travaillent, avoir une autre vision de la relation dans le travail entre le patronat et les salariés. Il a donc sublimé le débat, parce que le moment s'y prêtait. Il a décalé complètement l'objet de son propos qui devait porter sur l'esprit de résistance et de la lutte contre l'occupant. Pas du tout. Il a parlé de ce que devait être le jour où la libération interviendrait. Et derrière le mot libération, il ne mettait pas simplement la libération territoriale de la France. Il mettait la libération de l'homme dans son travail. Et ça a suscité beaucoup d'engouement. Ne croyons pas que ça a été un discours en l'air. La grande quête du RPF après la guerre, ce fut cela. Si vous voulez, des documents, des archives, des brouillons de discours de Malraux, etc. On a tout ce qu'il faut à la Fondation Charles de Gaulle, puisque tu m'as invité à ce titre. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et je suis obligé de dire que ça a pris. Parce que lorsqu'en 1958, il revient, ça commence dès maintenant, les premiers textes datent de 1958. Alors, ce sont des textes sur l'intéressement, ce qui n'est pas pareil. Mais dans ses premières tâches, alors qu'il était écrasé par la résolution de l'affaire algérienne, par la remise en ordre des deniers publics, par l'ordre public en général, eh bien, la participation et l'intéressement ont été à l'ordre du jour de son action tout de suite. Et il y a eu la suite, avec un certain nombre d'entreprises qui ont immédiatement joué le jeu et qui ont institué la participation. Alors, reste que, aujourd'hui, on se dit, et j'ai bien compris le titre de cet après-midi, pourquoi ça n'a pas marché? Ben non, ça a marché. Ça a marché parce que quand il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, à nos débuts de militants, à Patrick et à moi, toujours là, Patrick, non, il est allé voter, mais il va revenir, et puis quelques autres dans la salle, je vois Xavier, etc. Bon. Reconnaissons-le, on nous riait au nez. On nous riait au nez. Et lorsque, en 80, ça doit être en 93, ou 94, oui, 93, j'ai senti l'évolution lorsque Édouard Balladur, auquel sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, je tiens à rendre hommage parce qu'il n'a jamais lâché l'idée de participation, me sollicite pour faire un rapport sur la participation. Je fais la tournée des popotes. J'organise des rencontres avec tous les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, et j'avoue que le contact était assez décourageant, sauf que ceux qui étaient le plus dans la ligne de pensée intellectuelle, c'était les centres des jeunes dirigeants, c'était les jeunes chambres économiques, c'était les patrons chrétiens, c'était un certain nombre d'hommes et de femmes dirigeants, mais qui sentaient bien que ça ne pouvait pas durer comme ça. De la même manière que du côté des syndicats de salariés, l'accueil reçu par la CFTC a été un accueil tout à fait chaleureux. Et j'observais que la conversation avec la CGT n'était pas si négative que ça. Bien sûr, sur le fond des choses, on n'était pas tout à fait en harmonie, bien sûr. Mais déjà accepter de discuter, c'est déjà beaucoup dans les affaires sociales. Et j'ai eu un dialogue un peu contradictoire, certes, mais j'ai eu un dialogue avec la CGT. J'ai eu un dialogue avec la CFDT, selon les tendances de la CFDT, mais j'en ai trouvé qui étaient positives. La CFTC, je l'ai déjà dit.
Les plus remuants, les plus difficiles, ce fut FO, ce fut Force ouvrière, pour une bonne raison, c'est que une grande partie de leurs adhérents militants étaient fonction publique, notamment territoriale, et que c'était un peu le chiffon rouge que de parler de participation dans la fonction publique. Mais au total, personne ne m'avait particulièrement chassé ou refusé de parler. Du côté des groupements patronaux, alors du côté des groupements patronaux, c'était assez particulier, c'était assez habile de leur part pour l'écarter. Parce qu'ils se montraient immédiatement attentifs, je ne dis pas enthousiastes, mais au moins attentifs. Mais c'était le baiser qui tuait. Je veux dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la discussion, je me rendais bien compte que derrière les premières phrases très positives, il y avait tous les ingrédients pour tuer la participation. Bon. Quelques années plus tard, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la République, me demande de faire un nouveau rapport. C'était au moins 5-6 ans plus tard. Et je refais le même parcours. Et je rencontre les mêmes, pas tout à fait, enfin les mêmes organismes interlocuteurs, pas toujours les mêmes personnes. Et je m'aperçois que l'idée, sans se l'avouer, a fait son chemin. Je veux dire que personne ne m'a claqué la porte au nez sur ce sujet-là. Comme cela m'était arrivé la première fois, je le redis, avec Force ouvrière. Et Blondel, qui vraiment avait été très carré là-dessus, pas question. Donc, même Force ouvrière avait évolué, et au miracle, à la CGT, toute une section de la CGT était faite avec des permanents qui ne réfléchissaient qu'à ça. Donc, vous voyez que le combat était loin d'être perdu d'avance. Bon. Mais je tombais toujours sur un grand scepticisme du côté des organisations officielles du patronat. Mais pendant ce temps-là, les jeunes patrons d'il y a 15 ans avant à peu près, mais ils avaient progressé. Et je le dis un peu égoïstement, lorsque, vous savez que j'étais maire de Millau et que le viaduc de Millau fait partie de ma progéniture, lorsque j'ai vu cette entreprise que je ne connaissais pas avant arriver à Millau, construire quelque chose qui coûte 400 millions d'euros, j'apprends que à peu près 30% du capital de cette entreprise appartient à 85 ou 90% des salariés. Je ne disconviens pas que l'actionnariat salarié n'est pas toute la participation, hein, qu'on ne se détrompe pas. Mais quand même. Et que risquer 400 millions d'euros lorsque 80% des salariés détiennent 30% du capital, c'est aussi peut-être les mettre dans une galère si l'affaire échoue. Sauf que le patron de l'époque, Rovirato, de Defage, mais il a simplement fait voter ses actionnaires salariés. Est-ce qu'on prend le risque ou pas de mettre sur la table une telle somme sur nos fonds propres et sur de l'emprunt pour construire quelque chose qui techniquement peut s'effondrer. Donc on peut tout perdre. Le vote a eu lieu et l'entreprise a construit avec un très grand succès. Ça fait partie, je dirais, des grandes réussites de participation. Reste que, quand on fait la tournée, je dirais, des grands chefs d'entreprise qui l'ont pratiqué, je pense à Muliez, à Lille, Bonduel, etc. Et je les revois de temps en temps, ils ne sont pas tout jeunes. Je leur dis, et les enfants, et les petits-enfants, que font-ils? Que font-ils? Et là, c'est là où j'alerte un peu, ils me disent, le monde aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui dans lequel je travaillais, je dirigeais mon entreprise il y a 30 ou 40 ans, ou même 50 ans. Il y a 50 ans, quand j'avais l'idée d'instituer la participation chez moi, me dit Gérard Muliez, je le faisais et personne ne m'embêtait. C'était un choix stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, on est pris par les parts de marché en Chine, on est pris par 1000 choses qui tombent sur les chefs d'entreprise et c'est plus dans leur tête. Grosse déception de ma part, mais c'est vrai que le monde mondialisé d'aujourd'hui, ouvert, où tout est si rapide, où vous avez à la fois les financiers qui
exige des taux de croissance, des cours de bourse, etc. Je veux dire, l'ordre du jour dans la tête de beaucoup de patrons aujourd'hui, c'est pas qu'ils soient hostiles, c'est qu'ils peuvent plus. Ils n'ont ni le temps, ni la préoccupation, ils sont complètement captés par autre chose. Alors, notre devoir, on l'a fait 10 000 fois sur les estrades, on en a battu des estrades pour en parler, des Tours de France, de la participation, de tout ce que vous voulez. On l'a fait. Il faut continuer. Évidemment, il faut continuer. Mais il faut aller à la base. Il faut aller à la base. Je veux dire que demain, il faut faire la pédagogie de la participation, pas simplement dans les cercles politiques, pas simplement dans des milieux dont le monde parlera. Et il faut vraiment faire de la participation une revendication. Il convient que demain, les salariés des entreprises, quitte à ce qu'ils montent un collectif pour la participation, ils ne sont pas obligés de passer par les organisations elles-mêmes, puissent faire de la participation une revendication. Et on le voit bien aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'avoir une vision. Une vision. Où va-t-on ? C'est la grande question. Où va-t-on ? Et lorsqu'on sait que telle ou telle entreprise, eh bien, une partie du capital soit appartient aux salariés, soit que les salariés aient de quoi avoir une respiration dans le temps. La participation, c'est ça. C'est pour ça qu'au passage, ceux, et vous savez très bien à qui je fais allusion, qui ont enlevé à la participation l'idée de durée, l'ont vacciné à mort. Bon, ça aussi, il faut que fasse partie des revendications. La participation, c'est le temps. C'est pas de la consommation immédiate, c'est l'inverse même. Donc, mais elle a des ennemis. C'est sûr qu'elle a des ennemis. On lui a collé mauvaise réputation. On a dit qu'elle permettait de fuir devant la taxation sociale. On a dit que c'était une manière très indélicate de la part du patron. Non. Il faut que nous reprenions le bâton de pèlerin, pédagogiquement, que nous expliquions, quitte même, je l'ai fait à Toulouse, à la sortie des usines, pourquoi pas un mouvement politique qui ne sait pas aller à la sortie des usines ou distribuer les tracts dans la rue ou au marché, c'est pas un parti politique. Je veux dire, un parti politique qui évite ses militants. Et les militants, il faut qu'ils aient de la matière. Ça évitera d'ailleurs d'imaginer que les partis politiques sont des machines à faire des carrières. Il vaut mieux qu'ils se battent pour des idées que pour faire des carrières. Ce n'est pas leur rôle. Donc là-dessus, je crois que la graine qui est en train d'être semée, là, aujourd'hui, elle n'est pas faite pour se gargariser entre nous. Elle est faite pour donner un signal de départ. Et quand tu dis que c'est filmé et que ça sera peut-être diffusé par des amis proches, eh bien tant mieux. J'aimerais que ça soit écouté, médité, et surtout qu'on passe à l'heure de l'action concrète, pédagogique, entendue, récupérée, si vous voulez. Qu'importe, il n'y a pas de nom derrière la participation, sauf Philippe, mais au moins que ce début du XXIe siècle marque un véritable tournant dans l'idée qu'on se fait de l'homme. Je vous remercie.